Les thèmes que j'aborderai, c'est le thème du dualisme à l'intérieur de la civilisation occidentale et en particulier à l'intérieur de la civilisation postmoderne. Donc, le dualisme a une grande et ancienne histoire et marque, depuis ses origines, excusez-moi, j'essaie de mettre la présentation en seconde. Alors, voilà. Donc, marque à partir de ses origines la civilisation occidentale, dans un sens philosophique, mais aussi dans un sens général, on peut dire un sens culturel général. Du point de vue philosophique, Platon, c'est celui qui déroule le dualisme à l'intérieur de la civilisation occidentale. Sa vision du monde est une vision dualiste, comme j'ai résumé en bas avec les schémas que je vous présente. À droite, on a le monde idéal, noétique, celui à lequel correspondent les sciences, l'épistème, la vraie connaissance. À gauche, il y a un monde empirique modelé sur le monde idéal, auquel correspond une connaissance qui est un simple opinion, qui en grec s'appelle doxa. Et c'est le schéma général qui concerne la pensée occidentale, concerne la civilisation occidentale, qui se base sur, au fond, se base sur Platon. On peut dire que la civilisation occidentale se fonde sur un dualisme qui remonte à Platon et qui n'a pas été supéré, mais qui va aussi se transformer à partir de la postmodernité. Il y a un autre schéma symbolique qui caractérise depuis son origine la civilisation occidentale il s'agit du schéma typiquement gnostique de la gnose. Ça veut dire que, analoguement à ce qui arrive dans la théorie, dans toute théorie platonique de la réalité, même dans les fresques gnostiques de la réalité, il y a une pleroma spirituel duquel s'origine un monde matériel et à l'intérieur duquel, le monde matériel, il y a une place particulièrement importante pour l'homme. Et donc, le gnosticisme, c'est aussi anthropocentrique, comme tout à fait la civilisation occidentale, qui naît en tant que civilisation anthropocentrique, surtout à partir de la modernité. Aujourd'hui, on est devant à un gnosticisme postmoderne. Un gnosticisme postmoderne qui est un phénomène complexe qui se caractérise par la surposition entre des modèles qui en origine sont divergents et hétérogènes. Des modèles technologiques qui obéissent à des règles plaquées sur la rationalité performative et donc à une vision du monde matérialiste, empiriste et matérialiste. Et d'autre côté, une réalité métaphysique, gnostique, qui s'inspire à des modèles ontologiques spiritualisés
où la réalité matérielle devient une simple apparence derrière laquelle se cache une vraie réalité de nature purement spirituelle. C'est des modèles qui apparemment semblent être impossibles à se surposer, impossibles à se mêler, en effet, donnent lieu à une synthèse qu'on peut appeler technognostique et qui est une synthèse dans laquelle le gnosticisme spiritualise la technologie et la technologie va matérialiser le gnosticisme. Et c'est de ça que je vous parlerai à propos de la civilisation postmoderne. Avant d'entrer avec plus de précision dans les vifs de la question que je vais aborder, il faut faire une autre prémisse. Donc, je vais vous parler du dualisme en général, je vais vous parler de la technologie et de la rationalité performative, je vais vous parler aussi du gnosticisme. Maintenant, le dernier brique qui me sert pour construire mon discours concerne l'anthropologie politique. Ça veut dire la manière originaire par laquelle l'homme habite la planète. Et sa manière originelle est essentiellement technopolitique. C'est pourquoi Platon, dans ses dialogues, focalise l'importance de ces deux caractéristiques humaines en parlant de politique, de l'art de gouverner, et en parlant aussi du fait que l'homme est un animal technique plutôt que technologie. C'est un animal technique. Et donc, sa manière d'habiter le monde est une manière technopolitique qui caractérise en général l'espèce humaine. Ça veut dire que chaque culture et chaque civilisation est un ensemble ordonné d'individus qui sont connectés entre eux à partir de relations de pouvoir et qui utilisent la technique avec le but de garantir leur survivance. Ça veut dire l'homme est un animal politique, en reprenant Aristote, mais aussi est un animal technique. Et les deux choses se mêlent et se surposent. S'associer, ça veut dire construire des systèmes technopolitiques à l'intérieur desquels on peut garantir la survivance des individus et de la société. Ça, dans la civilisation moderne, tend à se caractériser en tant que modèle performatif. Ça veut dire qu'il y a un modèle performatif qui concerne la technologie et les sciences expérimentales et qui tend aujourd'hui à envahir avec ses contenus et sa méthodologie chaque aspect du savoir et chaque manière de se relationner au réel. On peut penser à la communication des masses, à la politique. Le but, le dernier but est toujours signé, marqué par un désir performatif qui se modèle sur un paradigme scientifique et technologique. Pour comprendre ça, on peut se référer à le terme performatif qui dérive du mot anglais performance et du verbe perform, to perform,
c'est un mot qui concerne le théâtre, la musique ou les machines en général et qui implique toujours un sens connecté avec une idée de prestation, d'exécution, d'efficacité. Performatif, donc, peut être pensé de manière générale en tant que prestation efficace qui peut dominer l'objet sur lequel s'applique. Son corrélé opposé est le mot contemplatif qui va individuer une attitude tout à fait liée à la connaissance, mais qui n'a aucun désir de domination sur l'objet, aucun désir exécutif, performatif. Ça veut dire que le modèle performatif se comporte comme une grille conceptuelle, inclusive, mais limitée. Donc, quand quelque chose s'oppose au modèle performatif, la chose doit être métabolisée à l'intérieur du modèle et l'action performative agresse la chose et la chose qui se présente comme quelque chose d'irréducible et cherche à la transformer en fonction de sa propre cohérence interne. Ce qui arrive, par exemple, aujourd'hui avec la pandémie, avec les virus. Le modèle performatif de notre technologie cherche d'agresser les virus, de les métaboliser, de les rendre contrôlables à partir de nos technologies biomédicales. Enfin, on peut observer, et là je reviens à Teilhard de Chardin et à sa conception de la noosphère, on peut observer qu'on est, pour ce qui concerne la civilisation postmoderne, on est dans un monde technognostique. Ça veut dire que c'est un monde que d'une certaine manière fait référence au gnosticisme et d'une autre manière fait référence à le modèle technologique et scientifique. Teilhard de Chardin a parlé de noosphère. Il y a là une citation, introduction en anglais. La noosphère, c'est quelque chose qui va anticiper notre manière d'exister dans le monde. D'un côté, on a un monde idéal, un monde qui n'est plus modélé sur les idées platoniciennes, mais est modélé sur des schémas rationnels. On peut dire qu'on est modélé sur des algorithmes, des schémas tout à fait rationnels qui dépendent du sujet humain qui connaît le monde. Et de l'autre côté, il y a un monde matériel qui tend à être absorbé à l'intérieur de ces schémas conceptuels, rationnels, performatifs et scientifiques. Et c'est pour ça que je parle de technognosticisme, c'est pour ça que je parle de dualisme à l'intérieur de la civilisation postmoderne. Ce qui était l'univers du sacré, l'univers idéal, l'univers, on peut dire, en général, de manière très générale platonicienne, est substitué par un modèle scientifique sur lequel se fondent tous les discours qui ont dit vrai sur le monde, sur les choses et sur les phénomènes matériels, qui ne sont plus des discours philosophiques, mais qui sont des discours scientifiques qui règlent le social de l'intérieur, à partir de l'intérieur du social même. C'est pour ça que le dualisme aboutit
à ce que Foucault appelait les biopouvoirs. Parce que les biopouvoirs, c'est la transfiguration politique du dualisme technognostique duquel je vous parlais. Les biopouvoirs, en tant que pouvoir qui se fonde sur la dialectique entre savoir et pouvoir même, c'est un pouvoir qui utilise les connaissances scientifiques pour construire, dominer et former l'imaginaire social, pour former aussi les identités individuelles. C'est quelque chose de plus que une commande, comme dans les modèles du pouvoir anciens. Le biopouvoir, c'est quelque chose qui a une fonction plus déterminante par rapport au pouvoir pré-moderne. Ça veut dire il cherche d'investir la vie dans chaque aspect et son but primaire, c'est celui d'administrer l'existence, la vie en général, la vie humaine et la vie dans la planète. Et ça, on le voit très bien avec tout ce qui est en jeu dans le déroulement de cette terrible pandémie. C'est en jeu, ce qui est en jeu est la survivance du biopouvoir même et de ces modèles technognostiques dans lesquels savoir et pouvoir sont appelés à un effort total de contrôle de la nature, des phénomènes naturels et aussi du virus, qui mettent en crise le système sanitaire de tous les États occidentaux. Ça serait très intéressant de comprendre comment il vit en Afrique, par exemple, le coronavirus. Peut-être qu'il le vit de manière moins dramatique que nous. Donc, les biopouvoirs, et c'est ça le noyau de mon discours, est une forme complexe de dualisme. C'est la forme à laquelle aboutit, à l'époque postmoderne, le dualisme occidental. Il peut être considéré comme comme une sorte de produit inconscient d'une intelligence connective qui, grâce aux nouvelles technologies, cherche d'absorber à son intérieur l'existence matérielle. Ça veut dire que grâce aux nouvelles technologies, et comme on le démontre, même la quotidiennité de notre existence aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, on cherche d'absorber à l'intérieur de la virtualisation du réel, à l'intérieur d'un réel virtuel, on cherche d'absorber tout ce qui concerne et de gouverner et de absorber, métaboliser, gouverner et contrôler tout ce qui concerne l'existence matérielle des hommes, mais aussi de tout ce qui est non humain. Et tout ça se traduit dans des dynamiques de contrôle et surveillance qui sont typiques du biopouvoir. Et ça nous donne la possibilité de parler de dualisme en tant que processus de virtualisation du réel qui se fonde sur des schémas aussi abstraits tels que les schémas scientifiques, technologiques, dominés par des algorithmes. Comme notre existence en tant que voyager sur le web est dominée en tant qu'individu même qui se sert de toutes les technologies que la société met à notre disposition
qui nous mettent à disposition et qui, d'une certaine manière, contrôlent, orientent notre existence et aussi ils vont bâtir notre identité individuelle parce qu'ils vont affecter aussi tout ce qui est le nouveau imaginaire typique de la civilisation technologique postmoderne. En conclusion, tout ça peut être aussi interprété à partir de la conception de l'intellectus agens des matrices aristotéliques. Ça veut dire que le virtuel, il se montre, il semble être une sorte d'intelligence connective assimilable à l'intellectus agens, à l'intellect agens de dérivation aristotélique. Ça veut dire que, en tant qu'intellectus agens, cette réalité virtuelle, cette énorme machine virtuelle qu'on a construite autour de nous, d'une certaine manière, oriente, performe et construit la société à l'intérieur de laquelle nous vivons. Et en même temps, il reste impassible, il reste en soi un modèle pur, un modèle qui se fonde sur une logique, je le dirai encore une fois, algorithmique, mathématique et au fond abstrait. Et donc, d'une certaine manière, ça reste une forme qui oriente exactement comme l'intellectus agens d'Aristote, qui oriente notre existence matérielle.